invité politique ce matin, c'est Olivier Faure. Bonjour, merci d'être avec nous, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. On commence évidemment en parlant de la réforme des retraites et cette 14e journée de mobilisation hier qui a été peu suivie, la moins suivie en tout cas depuis le début du mouvement. Peu de grévistes, peu de manifestants et Laurent Berger qui dit le match est en train de se terminer. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous l'avez perdu ce match? Bon, c'est une évidence que quand vous avez 14 journées de mobilisation, 14 journées de grève, vous avez un demi-salaire en moins. Et l'évidence, c'est qu'il y a forcément une forme de démobilisation parce qu'il y a des gens pour qui le pouvoir d'achat n'est pas accessoire, mais l'essentiel. On approche des vacances, on a des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui veulent partir. Et donc, évidemment, ça pèse sur la mobilisation. Maintenant, est-ce que nous avons gagné? La réponse est non, puisque nous n'avons pas réussi à obtenir le retrait de cette réforme. Est-ce que le gouvernement a gagné? Pas davantage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, vous avez une opinion publique qui n'a pas bougé et qui continue à contester très fortement ce projet. Et ce que je crois, c'est que ça se paiera dans les urnes et qu'il y a quelque chose qui s'est incrusté, enfin qui s'est enquisté. Et la crise, elle est encore devant nous. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on n'obtient plus rien par la grève et les manifestations? Ça veut dire que vous avez aujourd'hui un pouvoir qui est sourd à son propre peuple. Et c'est extrêmement grave. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis, la crise, elle est devant nous. Il y a quelque chose aujourd'hui. On a une crise aujourd'hui qui est une crise sociale. On a aussi une crise démocratique, une crise politique. Et puis, il faut y ajouter, évidemment, une crise climatique que chacun mesure avec ce qui se passe en ce moment du côté de la météo et des grands bouleversements qui nous frappent jour après jour. Et donc, on a là un pouvoir qui se refuse à toute forme de dialogue réel avec qui que ce soit. Alors même que les Français lui ont intimé cette volonté. Vous disiez hier, il gouverne contre son propre peuple. Oui, c'est vrai. Ça veut dire? Ça veut dire que vous avez aujourd'hui, en fait, une réforme qui n'est acceptée par personne, qui n'est portée que par un seul homme, et qui pourtant va être entrée en application en septembre. Elle était dans mon programme lors de la campagne présidentielle. Les gens ont voté pour, donc ça vaut validation quasiment. Il a tort? Oui, il a tort. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous le savez très bien, il y a 28% des Français qui ont voté pour lui au premier tour, et encore, je ne suis pas sûr que tous aient voté avec la volonté de cette réforme. Et puis, il y a tous ceux qui sont au deuxième tour venus multiplier par deux, et plus que par deux, le score du premier tour, et qui l'ont fait non pas par adhésion à son projet, mais par devoir. J'ai moi-même appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour, non pas par adhésion à son projet, mais simplement parce que je ne voulais pas que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Et c'est très différent. Et je me souviens que le président de la République lui-même avait expliqué qu'il en tiendrait compte et qu'il considérait qu'il était l'obligé de celles et ceux qui venaient à son soutien, alors même qu'il ne partageait pas ses idées. Je vois que le problème avec Emmanuel Macron... qu'il trahit sa parole, là, pour le coup. Bien sûr, je pense qu'il s'est parjuré. Et que donc, on est dans une situation où on a un président qui s'est parjuré par rapport à ses engagements de l'entre-deux tours et qui ensuite n'en fait qu'à sa tête et considère que les institutions l'autorisent à écraser la volonté populaire. Mais la volonté populaire, elle se rappelle toujours à vous. Il n'y a pas de possibilité d'y échapper parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, vous avez en fait un projet qui détricote le modèle social français et ça n'est pas le seul. On a commencé avec l'assurance chômage. Enfin, ils ont commencé avec l'assurance chômage. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a des gens qui touchent jusqu'à moins 57% de ce qu'ils touchaient auparavant. On ne parle pas de grands privilégiés, on parle de gens qui sont au chômage. Vous avez ensuite la réforme des retraites qui vise à retirer les 2 meilleures années de retraite à toutes celles et ceux qui ont travaillé tôt et ont travaillé dur, et notamment les femmes. Et puis maintenant, vous avez la réforme du RSA. Et puis vous avez... Enfin, la réalité, c'est que... cette réforme du RSA? Oui, on est sur... En fait, on s'attaque toujours aux plus faibles, pendant qu'on laisse les plus puissants à l'abri de tous les regards. Vous allez vouloir répondre à ces Français qui s'inquiètent ou s'agacent de travailler et de voir d'autres bénéficier de minima sociaux sans travailler. Il faut parler à cette France qui travaille. Mais bien sûr qu'il faut parler à cette France qui travaille, mais comment est-ce qu'on lui parle? On lui parle salaire, on lui parle assurance chômage, on lui parle retraite, on lui parle de ses droits, on lui parle conditions de travail, on lui parle refus de l'ubérisation. Voilà les sujets sur lesquels on lui parle égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça, c'est effectivement parler du travail et valoriser le travail.
Ça Donc lui pour donner vous, il une n'y a pas de valeur. discussion possible sur le projet de loi qui est présenté ce matin au Conseil des ministres? Mais moi, je suis toujours d'accord pour discuter. Simplement, je vois qu'il a, en fait, un tropisme qui n'est pas celui auquel je peux adhérer. Moi, s'il me disait demain qu'il veut donner de la valeur au travail et qu'il veut faire en sorte que les gens, désormais, soient davantage reconnus dans ce qu'ils font, dans la création de richesses pour ce pays, alors évidemment, j'en serais, mais ce n'est pas ce que j'observe. Ce que je vois, c'est que ça attaque toujours aux plus faibles. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on observe, rapport après rapport? C'est que les plus riches sont toujours plus riches et qu'ils payent de moins en moins d'impôts dans ce pays. C'est quand même incroyable. Personnellement. Mais vous dites, pardon, vous dites ça va se payer dans les urnes. De quelle manière pour vous? Tout simplement parce que je pense qu'à un moment, les Français lui diront son fait, et je les appelle à le faire, à dire au président de la République qu'il ne peut pas se considérer comme Jupiter. Et d'ailleurs, les Français, au mois de juin, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, au premier tour, tu as une majorité très relative, et puis aux législatives, ils lui ont dit, tu as une majorité encore très relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République était appelé par les Français eux-mêmes à chercher à chaque fois à concilier les points de vue et à accepter l'idée que le débat se fasse au Parlement. Mais qu'est-ce qu'on observe? L'inverse. On observe un président qui se méfie du Parlement, qui refuse le vote, et demain encore, je crains malheureusement, puisque tout le monde en parle, qu'en réalité, plutôt que d'accepter l'idée que le Parlement fasse ce pourquoi il a été conçu, donc prendre des décisions et voter, on l'en empêche. Puisqu'il n'a plus la possibilité de se présenter lors de la prochaine présidentielle, comment est-ce qu'il peut le payer dans les urnes finalement? Il va peut-être y échapper. Mais il n'est pas seul. Et puis il y a des élections intermédiaires. Il y aura des élections qui vont intervenir dès l'année prochaine. Les européennes, c'est un scrutin très particulier. C'est un scrutin très particulier. Mais enfin, je me souviens aussi que dans tous les précédents, quand un gouvernement faisait pas tout à fait ce qu'il était attendu de lui, les électeurs savaient se rappeler à son bon souvenir. Je souhaite qu'il le fasse encore. Vous allez continuer la mobilisation ou vous tournez la page de la mobilisation? Vous dites c'est terminé. Mais la mobilisation, elle est d'abord le fait de l'intersyndicale. Et c'est à eux de décider des moyens d'action. Je pense que les moyens d'action devront évoluer, forcément, et qu'on ne peut pas multiplier les jours de grève, y compris parce qu'on arrive pendant l'été et que ça n'a pas tellement de sens. Mais évoluer vers quoi? Sous quelle forme? Jean-Luc Mélenchon, il dit que ça sera peut-être sous une autre forme, laquelle? Mais moi, je ne sais pas ce que sera la forme que choisiront les syndicats, mais je pense qu'ils choisiront d'autres moyens. Je prends un exemple. Dans un an, il y aura la possibilité à nouveau de déposer un référendum d'initiative partagée. Et nous avons désormais, en fait, une espèce de mode d'emploi de ce qu'il est possible de faire ou pas, puisque le Conseil constitutionnel a rejeté plusieurs projets de RIP en expliquant, en motivant sa décision. Donc, en tenant compte de cette motivation, nous pouvons, dans un an, redéposer un RIP et faire en sorte qu'il y ait un débat, celui que nous n'avons pas eu, avec les Français, et un vote tranché par les Français, puisque le président nous dit qu'il a été élu sur cette base-là. On peut le vérifier. Les Français eux-mêmes diront si c'était ce qu'ils voulaient. Vous appelez Yaël Braun-Pivet demain à ne pas utiliser l'article 40 de la Constitution. Est-ce que vous avez l'espoir d'être entendu? Je fonde assez peu d'espoir dans une présidente qui s'est déjà reniée. En fait, elle avait d'abord dit qu'elle acceptait la décision qui avait été prise par la Commission des Finances. Et puis maintenant, rattrapée par le callback, par le président de la République qui lui dit « Maintenant, tu fais ce que je te demande parce que c'est moi qui t'ai placé là et tu me dois tout, alors tu te plies. » Et elle se plie. Et moi, je considère que les grands présidents, et maintenant la grande présidente que devrait être Yaël Braun-Pivet, elle ne peut se singulariser que d'une façon, en étant justement celle qui fait respecter l'institution parlementaire et qui fait respecter les oppositions. C'est comme ça que tous les présidents qui ont marqué l'histoire du Parlement se sont singularisés, et ils se sont singularisés en marquant leur capacité, y compris à s'opposer à leur propre camp et à leur propre président. Je me souviens d'Henri Emmanuelli qui, alors qu'il était parmi les proches de François Mitterrand, qui avait su à certaines époques lui dire son fait. Je me souviens de Philippe Séguin, je me souviens de Jean-Louis Debré, je me souviens de tous ces gens qui, à un moment ou à un autre, ont fait le choix, de dire je ne suis pas d'accord, je ne veux pas être celui qui bride l'institution parlementaire au profit du président de la République. Pour vous, il y a un équilibre des pouvoirs. Elle va brider l'institution parlementaire ou elle va juste respecter la Constitution? Mais vous savez très bien que sur l'article 40, il n'est jamais appliqué sur les propositions de loi, parce qu'autrement, ça tuerait toute initiative parlementaire. Ça sert à quoi de dire aux parlementaires, vous avez une journée par an, une petite journée par an, où vous pouvez proposer quelque chose au pays?
et donc à l'hémicycle. Olivier Faure, justement, la majorité, forte de l'expérience de la proposition de loi Lyotte, voudrait durcir l'application de l'article 40, le rendre plus strict. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Mais vous pensez vraiment que... Enfin, on a vu depuis quelques mois que la Constitution telle qu'elle est conçue aujourd'hui, eh bien, permet en réalité de s'affranchir de beaucoup de choses. Article 47-1 pour limiter la durée du débat. Ensuite, l'article 44.3 pour faire des votes bloqués. Puis ensuite, l'article 49.3 pour interdire le passage au vote. Maintenant, l'article 40 pour empêcher la discussion d'une proposition de loi. Mais vous pensez que ça ne suffit pas? Vous pensez qu'il faut en rajouter encore, qu'il faut encore brider davantage? On a aujourd'hui une... Enfin, vous vous opposerez à ce qu'il soit rendu plus strict? Mais bien sûr, et même pour dire les choses plus au fond, je m'oppose aujourd'hui au fait que nous maintenions en l'état la Ve République. Elle a été conçue à quelle époque? Elle a été conçue en 58. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie. Et d'ailleurs dans des conditions très particulières. Vous vous rappelez en fait que tout ça a commencé par un quasi coup d'État et que c'est comme ça que le général de Gaulle se réinstalle à la tête de l'État. Donc des conditions très particulières qui font que le parlementarisme rationalisé est mis en place et trouve une justification dans la période de crise qui était alors vécue par les Français. Mais enfin, on est en paix aujourd'hui. Et donc, vous pensez vraiment qu'il est logique qu'un seul homme ou une seule femme, peut-être un jour prochain, eh bien, ait tous les pouvoirs? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Y compris si demain vous avez Marine Le Pen qui est au pouvoir, ça veut dire que même si elle n'a pas de majorité à l'Assemblée, même si les Français sont opposés à ses projets, etc., elle pourrait appliquer tout ce qu'elle veut. Mais c'est un danger incroyable. Comment peut-on accepter de revenir sur, même y compris tout ce qu'on se raconte depuis toujours? Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut un équilibre des pouvoirs, il faut une séparation des pouvoirs. Il faut quand même que dans ce pays, on accepte l'idée de l'équilibre. Le président français et de toutes les démocraties, le président qui dispose du plus de pouvoir sans contre-pouvoir. Qu'est-ce que vous ferez si demain, Yaël Braun-Pivet dégaine l'article 40? Est-ce que vous avez des moyens de riposter? Est-ce que vous préparez des amendements pour contourner ça? Oui, nous déposons des amendements de nature différente pour essayer de contourner l'article 40. Mais encore une fois, si j'étais Yaël Braun-Pivet, ce que je ne suis pas, je ferai en sorte de faire respecter le Parlement, de faire respecter l'initiative parlementaire, et puis d'aller au vote. Pourquoi avoir peur du vote? Quelle est cette démocratie dans laquelle on a peur du vote? Il faut qu'à un moment donné, ce soit tranché. Et donc, quand on a un débat qui a divisé, qui a fracturé aussi profondément l'opinion publique, il est impératif d'aller faire trancher par le vote. Est-ce que vos amendements permettront d'aller au vote? Est-ce que vous avez l'espoir d'aller au vote demain? Moi, je l'espère. Maintenant, j'imagine que il y a aussi... on est dans cette République très corsetée. Donc, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais j'espère qu'effectivement, demain, nous aurons la possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais la meilleure façon d'y arriver, ce sera encore que quelque part, dans la journée, à un moment, la raison l'emporte et que de l'Élysée à Matignon, de Matignon à l'hôtel de la Sey, on se dise, oui, on est une grande démocratie. On a même un message à adresser, non pas seulement aux Français, mais même au monde. Quand vous voyez le nombre de démocraties illibérales qui se développent partout ailleurs et que la France, qui est ce grand pays qui a donné la leçon démocratique à tellement de monde, va être au contraire le lieu où on va dire écoutez, vous nous faites la leçon, mais enfin chez vous on vote pas non plus. Donc qu'est-ce que vous voulez nous embêter? Les républiques bananières, on peut en avoir partout maintenant. Voilà, est-ce que vous resterez jusqu'au bout des débats ou est-ce que si elle dégaine l'article 40, vous quitterez l'hémicycle comme vous avez quitté la commission? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'on fera à ce moment-là. Mais enfin, ce que je sais, c'est que nous allons d'abord nous battre pour faire respecter la démocratie. Et vraiment, ce que je vous dis là, quand je vois ce qui se passe dans tant de pays, tant de gens qui aujourd'hui regardent la France, la pensent comme un modèle, et qu'ils vont voir qu'en France, on peut avoir un président qui décide de tout et qui refuse le vote à ses parlementaires, je m'indigne profondément. Le camp présidentiel lui dit si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à déposer une motion de censure. Le groupe Lyotte, finalement, ne devrait pas la déposer. Est-ce que vous le comprenez? Bien sûr que je les comprends. Parce que ce n'est pas la même chose. Vous avez d'un côté... on sait bien comment les choses doivent se passer. Il n'y a pas de majorité parce que vous avez des gens très différents qui votent contre la réforme des retraites. En revanche, vous avez des gens qui ne souhaitent pas faire tomber le gouvernement. Chez les LR, ils ne souhaitent pas faire tomber le gouvernement. Donc, comme nous avons besoin des voix des LR et que les LR sont prêts pour une partie d'entre eux à voter contre la réforme, ça n'est pas le même vote. Et c'est une illusion de laisser croire qu'il y aurait une absolue coïncidence entre les votes sur une motion de censure et les votes
sur, en fait, la réforme des retraites. Donc la NUP n'en déposera pas non plus. Et je ne sais pas ce que fera la NUP, elle n'a pas décidé, mais enfin, en tout cas, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence entre le vote qui se porterait sur la réforme des retraites et le vote sur une motion de censure. Et que c'est très différent. Et que je vois bien le piège tendu par le gouvernement qui veut nous faire croire que quand il n'y a pas de vote, on peut toujours voter sur une motion de censure et que c'est pareil. La réponse, c'est non, ça n'est pas pareil. Mais vous envisagez d'en déposer une ou pas? Moi, je n'envisage rien du tout. Je pense qu'il y a un débat qu'on doit avoir entre nous. Je pense que ça n'est pas utile de donner le point au gouvernement en laissant penser qu'il y a un vote qui a été perdu et que donc nous sommes dans une situation où il n'existerait pas de majorité contre le projet. Cette majorité, elle existe et c'est même la raison pour laquelle le gouvernement ne veut pas passer au vote. Dernière question sur la PPL Lyotte. Vous avez dit au sein de la NUP, si Yael Braun-Pivet utilise l'article 40 et que la PPL n'est pas discutée dans l'hémicycle, on ne discutera plus d'aucun texte. Est-ce que c'est une voie qui est toujours envisagée? Non, pas d'aucun texte, mais en fait, on ne discutera plus avec elle. Elle nous propose en ce moment de venir parler avec elle, de réformer les institutions. Vous boycottez les réunions? Franchement, la première, avant de réformer les institutions, le mieux, ce serait quand même de commencer par appliquer une jurisprudence constante sur l'article 40, c'est-à-dire qu'on ne l'applique pas aux propositions de loi. Donc vous n'irez plus aux réunions sur la réforme des institutions? Ah bah non, je n'irai plus aux réunions. Enfin, je ne vais pas continuer à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con. Voilà, donc c'est pas possible. Il y a un moment où il faut que chacun prenne sa responsabilité et si on veut vraiment que ça marche, si on veut vraiment que le parlementarisme retrouve ses lettres de noblesse, si on veut vraiment redonner aussi un intérêt pour la vie politique aux Françaises et aux Français, alors il faut d'abord respecter les parlementaires et l'institution parlementaire. Il y a d'autres dossiers comme ça. Comment voulez-vous que des Français qui déjà se détournent du vote se disent que c'est un intérêt de venir voter s'ils voient qu'en fait les députés, ils n'ont même pas la possibilité de voter parce qu'on vote pour nous pour qu'on vote à leur place. Mais si demain, on nous dit, écoutez, vous êtes sympa, vous voulez être élu, mais enfin, ça sert à quoi? Il y a personne qui peut voter. On va parler des européennes? Si vous voulez. C'est une question qui agite la NUP. Est-ce qu'il y aura une liste autonome du Parti socialiste aux européennes? On n'en a pas encore décidé. On verra ça au mois d'octobre, puisque nous commençons d'abord par le fond, par les idées. Et pour moi, la seule question qui vaille, c'est qu'est-ce que nous portons à l'élection européenne. Vous savez, nous sommes des Européens convaincus. Nous considérons que le niveau pertinent pour un certain nombre de sujets aujourd'hui est devenu l'Union européenne. L'Union européenne a beaucoup de défauts, mais elle a aussi une qualité, c'est qu'elle permet de prendre les sujets à un niveau qui est un niveau continental et qu'elle permet d'entraîner ensuite le reste du monde éventuellement. Et donc, je vois que dans les dernières années, l'Europe, même si c'est une Europe qui est une Europe beaucoup trop libérale, du fait non pas de sa nature, mais parce que les dirigeants des pays européens sont principalement des libéraux, mais je vois aussi que face aux crises, ils ont été obligés de bouger et que sur la question de la gestion de la crise Covid, sur la gestion du Green Deal, sur la gestion de la dette commune et sur la gestion du plan de relance, ils ont été obligés de bouger. Qu'est-ce qui vous fait hésiter sur une liste commune ? Parce que vous n'avez pas beaucoup de points communs avec la France insoumise sur la question européenne. Les écologistes, ils vont de leur côté. Le Parti socialiste, a priori, va de son côté. Avec qui vous pourriez faire cette liste ? Mais nous avons des points communs avec tout le monde. Heureusement. Enfin, plus avec certains qu'avec. Bien sûr, plus avec les écologistes, c'est une évidence qu'avec les communistes. Donc vous réfléchissez à une liste commune avec les écologistes ? Mais je ne réfléchis à rien. Pour l'instant, je réfléchis uniquement. Enfin, plus exactement, c'est pas que je réfléchis à rien. Je réfléchis à tout. Je réfléchis surtout au fait de savoir qu'est-ce qu'on propose. Parce que dans une élection, là, d'abord, avant d'avoir des candidats ou des alliances ou des listes, le premier sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose aux Français. Et alors, vous pourriez avoir un programme commun avec LFI sur la question européenne ? Ça dépend pas que de moi. Ça dépend de ce que chacun dira. Vous savez très bien que. Donc là, vous savez très bien qu'au stade où nous en sommes, eh bien, il y a un point de départ, c'est que nous sommes bien plus proches des écologistes, pour ne pas dire que nous sommes totalement convergents avec eux sur un certain nombre de questions européennes. Et puis, il y a beaucoup plus de difficultés avec les communistes et avec les insoumis. Mais donc vous pourriez vous ranger derrière le candidat écolo, ou en tout cas faire une liste commune avec les écologistes. Mais il y a eu un débat chez les socialistes eux-mêmes en 2005 sur le traité constitutionnel européen. J'observe que nous avons nous-mêmes réussi à dépasser à un moment ce conflit et que Bernard Cazeneuve, Nicolas Meyer-Rossignol, qui avaient voté contre le TCE, aujourd'hui en sont des partisans. Mais donc Marine je vois que les choses. Vous en avez parlé avec elle parce qu'elle est partie pour une liste autonome. Il y a deux candidats qui sont déjà déclarés pour être tête de liste. Non, mais moi je ne parle pas au nom des Verts, au nom des Insoumis, au nom du Parti communiste. Je parle
au nom des socialistes. Et ce que je vous dis, c'est que nous avons tout simplement à tracer notre propre voie, notre propre chemin. Nous verrons à ce moment-là si d'autres sont prêts à rejoindre des positions qui sont portées par le Parti socialiste ou si nous arrivons, nous, à nous retrouver dans des propositions que feraient d'autres formations politiques. Et à partir de là, nous convergerons. Mais il n'y a pas d'autre possibilité que de commencer toujours par les idées. Et ce que je dis de manière constante, ce ne sont pas les alliances qui dictent le projet, c'est le projet qui dicte les alliances. Voilà. Et donc, vous le savez aussi, en juin, quand nous avons négocié l'accord de la NUPES, c'était un accord qui était très particulier, parce que nous étions dans un accord qui se serait réalisé dans une cohabitation, et où les questions européennes et internationales étaient en réalité mises de côté, puisque c'était le domaine partagé avec le chef de l'État, et que Jean-Luc Mélenchon, très honnêtement et très utilement, avait dit « La France parlera d'une seule voix à l'échelle européenne, à l'échelle internationale ». Voilà, donc ces questions-là étaient mises de côté, elles sont maintenant devant nous, et c'est vrai que c'est le sujet le plus difficile à gauche. Allez, justement, on va parler de Mais je le dis aussi, ça ne signe rien du tout. Ça ne signe pas l'arrêt de la NUPES. Pourquoi je dis ça? Parce que la question européenne d'abord, le mode de scrutin est un mode de scrutin proportionnel, donc il n'y a qu'un seul tour. Et ensuite, il y a, de toute éternité, en fait, même quand il y avait des socialistes, des communistes, des écologistes qui gouvernaient ensemble, eh bien, ça n'a pas empêché d'avoir des listes séparées aux élections européennes. Non, mais ça peut rebattre les cartes si les écologistes arrivent en tête de la gauche au sein de la NUPES. Ça sera plus le même rapport de force. Mais de toute façon, le rapport de force, il évolue tous les jours, et ça n'est pas les élections européennes qui matricent l'ensemble de la vie politique. Là, vous répondez à Jean-Luc Mélenchon qui, hier, a mis un petit coup de pression. Vous avez moyennement apprécié, j'ai l'impression? Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder. Je lui ai dit, et donc je pense que moi je suis un fervent partisan du rassemblement de la gauche et des écologistes. Je vois y compris que la droite cherche à se rassembler avec l'extrême droite. Et vous voudriez que nous, toute la gauche, on se divise et qu'on arrive au mois de mai 2027, avec 5, 6, 7 offres différentes. Mais enfin, dans ces cas-là, autant dire qu'on arrive, comme les bourgeois de Calais, avec la corde autour du cou. Alors, on va parler du PS, parce que là aussi, les offres sont nombreuses. Bernard Cazeneuve lance son mouvement ce week-end en présence de François Hollande. Est-ce que c'est le début de la scission du Parti socialiste? Bernard Cazeneuve a décidé de quitter le Parti socialiste. Donc, de cette façon, il a déjà fait un choix. Je ne crois pas qu'il y ait de scission en vue pour le Parti socialiste. Mais il ne va pas être suivi par des gens par une partie du Parti socialiste, par une aile du Parti socialiste, Bernard Cazeneuve? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui ont un intérêt pour ce que dit Bernard Cazeneuve. Et donc, il fera valoir son point de vue, il fera valoir ses idées. Et puis, ce sera un débat. Mais enfin, c'est une impasse. Pourquoi une impasse? Mais tout simplement parce que moi je me souviens très bien de ce que François Mitterrand nous a enseigné à toutes et à tous. Et moins vieux que les autres, je peux vous dire que je ne l'ai pas connu directement, mais enfin j'en ai tiré la leçon. Il a toujours dit la même chose. D'abord, on rassemble son camp. On commence par ça. Quand vous commencez par tirer sur votre camp, par considérer que vous êtes irréconciliable avec une partie de la gauche, et pas seulement avec les insoumis sur une partie des sujets, avec les écologistes sur d'autres parties, avec les communistes sur d'autres parties, mais comment est-ce que vous voulez arriver au bout? Vous avez besoin de toute façon, et nous avons besoin, toute la gauche a besoin de toute la gauche. Pourquoi? Parce que aucun parti n'est capable de se qualifier seul au second tour d'une élection présidentielle et de se qualifier seul au second tour d'élections législatives. Et donc vous avez besoin de cette union, vous avez besoin d'avancer ensemble. Et c'est peut-être même la meilleure solution. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de tout le monde. Parce que quand vous êtes finalement à penser que vous êtes hégémonique, la réalité c'est que pour gouverner, vous avez besoin d'une assise large. Si vous voulez transformer ce pays, vous avez besoin d'une assise qui soit la plus large possible. Vous ne pouvez pas gouverner avec 15, 20, 25% des Français. Vous avez besoin de trouver des majorités et donc ça suppose en permanence de nouer des compromis. Ça n'est pas un gros mot. Et ce compromis, il doit être noué avec l'ensemble de la gauche. Oui, mais eux, ils disent que c'est pas autour de LFI, de la France Insoumise, qu'on va trouver une majorité, que la gauche va trouver une majorité. Mais nous avons et qu'elle va rassembler l'ensemble des Français. Mais comment pensez-vous... Enfin, il y a des moments où les bras me tombent. En fait, le Parti socialiste a fait, à l'élection présidentielle, 1,7%. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Et on pense que, en fait, Jean-Luc Mélenchon est un problème, et donc que nous ne devons pas lui parler, et qu'en partant de 1,7, on arrivera, nous, à 30% au premier tour de l'élection présidentielle.
Je dis qu'il y a là quand même quelque chose qui est une faute contre l'esprit, quoi. En fait, il y a un moment où il faut quand même se rendre à l'évidence. Nous avons besoin de tout le monde. Je ne dis pas que le rapport de force n'a pas déjà évolué. Il a déjà évolué. Et les élections présidentielles, c'est les élections présidentielles. Et qu'il y a les questions d'incarnation qui pèsent aussi. Mais enfin, je sais aussi qu'il y a des rapports de force et que aucun parti à gauche n'est en mesure seul de se qualifier. Et que moi, je ne suis pas là simplement pour me demander si je vais être un point devant ou un point derrière mon voisin le plus immédiat. Je suis là pour me demander comment est-ce qu'on fait pour faire gagner la gauche. Et c'est ça qui est important, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer dans la première partie de l'émission, donc toutes les questions qui sont maintenant sur la table, sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur le RSA, demain sur l'immigration, etc. Mais vous pensez que les gens qui ont besoin de nous, ils ont 30 ans à attendre que la gauche veuille bien enfin se rassembler pour pouvoir réussir? Non, ils ont besoin de nous maintenant. Notre responsabilité, c'est maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait si demain matin, c'est Marine Le Pen qui arrive au pouvoir? On dira, on avait, nous, tout notre temps, on considérait que c'était encore possible d'attendre. Non, on n'a pas de temps. C'est l'urgence. Et donc, quand c'est l'urgence, on prend les moyens nécessaires et on fait en sorte de se concilier. Traditionnellement, un candidat à l'élection présidentielle incarne un peu l'épicentre de son camp. Est-ce que ce n'est pas le problème de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Il n'incarne pas ça et la gauche se trouve un peu déséquilibrée. C'est à Jean-Luc Mélenchon de se poser cette question. Ce n'est pas à moi. Moi, je considère qu'il y a aujourd'hui une offre qui doit redevenir centrale. C'est celle que portent les socialistes. C'est normal, je suis socialiste. Je comprends très bien que les écologistes veulent que ce soit les écologistes, que les communistes veulent que ce soit les communistes, que les insoumis veulent que ce soit les insoumis. La réalité, c'est qu'il faut incarner l'ensemble pour réussir. On ne peut pas, à partir du moment où on veut incarner en fait un rassemblement large, d'abord de la gauche puis des Français. Parce que vous parlez de rassemblement, Olivier Faure, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de rassemblement au sein de votre parti? Le week-end dernier, à Montpellier, il y avait une réunion de l'Autrel du Parti Socialiste, refondation, menée par Nicolas Meyer-Rossignol. Oui, Lunel qui fait 30% du Parti Socialiste, vous avez raison. Il y avait notamment Carole Delga. Vous avez été invité, vous ne vous y êtes pas rendu. Nicolas Meyer-Rossignol a dit que le premier secrétaire ne devrait pas être le premier sectaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais enfin, franchement, je pense qu'il y a des gens qui se font mal tout seuls. Hein. Donc, il faut arrêter avec ce type de propos qui n'honorent pas ceux qui les profèrent et qui relèvent de la sortie de route. Donc, pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas allé? Tout simplement parce que je considère que c'était pas ma place ce jour-là et que je suis pas le chef d'un courant, je suis le chef d'un parti politique et donc je veux travailler avec celles et ceux qui veulent travailler en bonne intelligence avec la majorité et que quand c'est uniquement pour expliquer qu'on est contre tout ce que fait la direction, je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc ça n'empêche pas que tous les jours, je cherche sur les dossiers de fond, sur le RSA, on a eu un débat hier soir, nous sommes parvenus à l'unanimité, à une position. Nous parvenons toutes les semaines sur tous les sujets de fond à avancer. Et donc après, il y a la politique politicienne. Mais ça, c'est un registre que j'essaye d'abandonner complètement. Parce que quand on est dans ce registre-là, en général, on ne parle pas aux Français, on ne se parle qu'à nous-mêmes. Et je crois que les socialistes ont déjà montré par le passé qu'ils savaient beaucoup se regarder le nombril. Mais quand ils se regardent le nombril, eh bien, personne ne les regarde. Et moi, je veux qu'on regarde à nouveau ce que dit le Parti socialiste. Merci Olivier Faure. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.